autres filles, perfides petites saintes, m'auraient tondu les cheveux à une autre époque. Celles qui ont l'habitude qu'on les cajole, ignorent la solitude que rien ne console. Tondu, persécuté, exécuté. Cher ami, bienvenue dans ce 14e épisode de Cigarillos et Calva. Comme le titre et le visuel l'indiquent, cet épisode est consacré aux femmes tondues à la libération et s'appuie sur quelques témoignages de femmes et de jeunes femmes de l'Ouest, et notamment de la Manche et de la Bretagne. Un épisode tiré de la lecture du livre Femmes tondues, les bûchers de la libération, un bouquin sorti aux éditions Cheminement, des témoignages recueillis par Dominique François, un ouvrage plutôt dispensable en vérité, puisque il y a sur ces bûchers de la libération l'occasion de digression de l'auteur sur les femmes maltraitées par l'Église, donc une digression absolument ridicule, ou encore des rapports ahurissants entre les femmes tondues à la libération et la chasse aux sorcières ou l'Inquisition. Donc un livre dont un parti pris très politiquement et très historiquement correct sert, je pense, de justification au contenu, qui est clairement un contenu donc d'hommage aux femmes tondues, martyrisées, violées et tuées à la libération par les pseudo-résistants de la pseudo-résistance. Et d'ailleurs, on parle de pseudo-libération. J'emploierai parfois le mot libération ou le mot libéré. Il faudra comprendre pseudo à chaque fois, vous verrez pourquoi. En tout cas, j'ai tenu à parler de ce sujet, puisque c'est un sujet qui fait partie du grand sujet tabou, interdit, voire même illégal pour certains de ses pans, qui est le sujet de la Seconde Guerre mondiale, et notamment de ses implications, de ses causes et de ses conséquences politiques. Ici, on va parler donc d'une des conséquences de la libération en général et du débarquement en particulier, puisqu'on parle ici des femmes de l'Ouest, mais c'est un épisode qui a touché toute la France, un épisode connu sous son terme global d'épuration, un terme qui regroupe donc cet épisode, notamment des femmes tondues, un sujet sur lequel les féministes ne vont pas. Et pour cause, les femmes tondues étant considérées comme des ennemis politiques, il n'est jamais question de leur rendre hommage. C'est ce que je veux faire à mon humble niveau dans ce podcast. Dans la préface donc, de cet ouvrage, Les femmes tondues, les bûchers de la libération, donc la préfacière nous indique que les Françaises, à l'époque, sont exposées à la défaillance de ceux qui, dans la classique distribution des rôles, devaient les protéger. Donc les Françaises vont devoir, pour certaines, endosser le rôle de chef de famille, quitter une attitude passive, décider et s'affranchir. Donc voilà pour des mots de psychiatre, des mots de femmes du système, mais il faut aussi comprendre que les femmes, effectivement, n'auront aucun bouclier, aucun paravent pendant la période de l'occupation, et qu'elles devront se débrouiller elles-mêmes pour celles qui sont restées seules. En ce qui concerne les soi-disant justiciers dont on va parler ici, ceux qui ont tondu les femmes, l'auteur nous précise qu'ils furent pour la plupart des résistants de la dernière heure, et parfois même d'anciens collaborateurs désirés de faire oublier leur passé récent. Donc voilà pour la mise en contexte de ce sujet grave et triste. Moi je vous propose quelques exemples, l'exemple de Marie, l'exemple de Jeanne, l'exemple de Marie-Thérèse, l'exemple de Louise et Madeleine, l'exemple d'Élisabeth, l'exemple des deux anonymes du Jardin du Luxembourg. Ensuite on ouvrira un peu le sujet et on conclura. Donc voilà pour le plan. Je vous invite donc maintenant à écouter ces petites histoires que vous pouvez multiplier par plusieurs dizaines de milliers qui constituent le nombre de femmes victimes à un degré ou un autre de l'épuration. Commençons par Marie. Marie, c'est une chère bourgeoise. La libération, elle est dénoncée pour s'être promenée dans Cherbourg avec un médecin allemand pendant l'occupation.
Le 26 juin, donc Cherbourg est libéré, donc les résistants de la dernière heure, hein, ils enfilent leur brassard FFI, ils s'autoproclament combattants de la libération, et 3 jours plus tard, au cri de « Allez les filles, je vous fais une petite coupe », l'homme décérébré se trouve une situation de dominant et va tondre et martyriser Marie. Mais qui est Marie? Et qui est celui qui la martyrise? Eh bien Marie, elle a travaillé pendant toute l'occupation et même quelque temps après le débarquement dans un hôpital à soigner des blessés de guerre. Donc elle se dévoue à cette mission d'infirmière. Et qui est l'homme qui propose de faire à Marie une petite coupe, hein, puisque avec la liesse de la victoire, de la libération, dans l'ivresse, on se permet de mal parler aux filles. Eh bien cet homme travaillait aussi dans le même hôpital cherbourgeois que Marie pendant l'occupation. Sauf que cet homme a eu un conflit personnel avec Marie. Alors que l'hôpital regorge de blessés, que des gens y meurent, Marie et toutes les équipes de tous les grades hospitaliers, de toutes les fonctions hospitalières sont débordées, sont surchargées de travail, ne comptent pas ni leurs heures, ni leurs pas, ni leurs interventions. Ce ne sont pas des feignants. Sauf un petit bonhomme qui est régulièrement pris caché derrière une poubelle en train de fumer des cigarettes, alors qu'il est censé travailler dans l'hôpital. Marie le remarque un jour, caché une fois de plus derrière une poubelle en train de fumer, et l'invective et l'engueule, hein. Clairement elle l'engueule, lui disant que bah voilà, il y a énormément de travail, que tout le monde est débordé, et qu'il ne peut pas passer sa vie à glander, qu'on a besoin de ses deux mains et de son cerveau. Eh bien c'est ce petit bonhomme, tout vexé qu'il fut, pendant des mois et des mois, qui vient s'en prendre à Marie à la libération, qui, au prétexte de l'avoir vue se promener dans Cherbourg avec un médecin allemand qu'elle aimait bien, eh bien va la présenter comme une collaboratrice, comme une femme ayant couché avec l'ennemi, et va donc lui tondre les cheveux. Voilà pour Marie, et elles sont des milliers dans ce cas-là. Je vais également vous parler de Jeanne. Jeanne, une fille de Saint-Malo, une fille de mère battue, une pauvre couturière qui gagne un peu d'argent en raccommodant des vêtements à des Allemands. Donc là on est vraiment dans le fin fond, hein, de la pauvreté française de l'époque. Femme battue, père incestueux, pauvre couturière avec peu de travail, mais pas feignante. Donc elle recoud donc les vêtements des Allemands, elle s'est proposée pour appiécer leurs vêtements pour gagner sa vie, et elle s'en sort comme ça. Je vous rappelle que les hommes sont partis à la guerre ou sont prisonniers en Allemagne, pour ceux qui ne sont plus là. Donc elle se débrouille comme elle peut. Après des jours d'échanges et de regards qui intimident Jeanne, un Allemand à qui elle a reprisé un vêtement finit par lui proposer de sortir boire une limonade dans Saint-Malo. Voilà, c'est assez innocent. Mais Jeanne rougit, c'est la première fois qu'un garçon lui fait une telle offre. Elle accepte, ils sortent dans Saint-Malo et finissent par se mettre ensemble. Et après quelques temps de relation, Jeanne finit par tomber enceinte de l'Allemand. Et l'Allemand explose de joie. La vie de Jeanne prend enfin, et pour la première fois, un tournant positif. Mais Saint-Malo aussi va être libéré le 17 août 1944, et Jeanne, qui n'a plus de nouvelles de son amant depuis le 6 juin, certainement prisonnier ou décédé, est traînée dehors avec son enfant dans les bras. Les colibés et les crachats s'abattent sur eux. La robe de Jeanne est arrachée, l'auteur nous précise, par des mains avides de toucher ses formes agréables. Fin de citation. On lui rase la tête en public dans cette ambiance haineuse et fanatique. Elle doit quitter la ville 2 jours plus tard, condamnée par les libérateurs à replonger dans une vie de malheur. Donc on parle d'une femme avec un jeune enfant dans les bras. Voilà un peu l'état des héroïques résistants français. Marie-Thérèse, c'est une boulangère de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Là on revient dans la Manche pour le coup, et dans la patrie de Jules Barbet d'Aurevilly. Marie-Thérèse est boulangère donc à Saint-Sauveur. Et son métier, c'est de servir notamment le pain et le beurre aux gens qui entrent dans sa boutique en échange de tickets de rationnement. Un jour,
Un client inhabituel demande du pain et du beurre. Marie-Thérèse lui demande les tickets de rationnement prévus à cet effet et il n'en a pas sur lui. Elle dit qu'elle ne peut pas le servir. Le monsieur insiste, mais selon la législation en vigueur à l'époque, Marie-Thérèse s'expose à une condamnation si elle donne de la nourriture en dehors du système de tickets de rationnement. Malgré cette situation connue de tous, l'homme s'énerve quand même, puis il finit par s'en aller sous les regards mi-choqués, mi-ahuris des autres clients de la file d'attente. Ça aurait pu en rester là, mais on va reprendre un peu le chemin de l'histoire de Marie, la première que je vous ai racontée. Lorsque les Alliés libèrent Saint-Sauveur-le-Vicomte à la mi-juin 1944, des habitants ivres, affublés de brassards de la résistance, et menés par l'homme refoulé par Marie-Thérèse dans sa boulangerie à l'époque, l'accusent d'avoir probablement couché avec des Allemands, et en profitent pour la maltraiter et lui raser le crâne. Sa boulangerie ne rouvrira plus jusqu'à ce qu'un nouveau propriétaire s'y installe. Voilà pour Marie-Thérèse. Là, je vous donne que quelques exemples, évidemment, dans ce podcast, tiré d'un ouvrage qui parle de quelques habitantes de l'Ouest. Mais, comme je vous l'ai dit, vous pouvez multiplier tous ces exemples, qui sont très simples, par plusieurs dizaines de milliers. Je vous parle maintenant de Louise et Madeleine. C'est encore plus choquant, si tant est qu'on puisse classer ces anecdotes de la moins à la plus choquante. Louise et Madeleine, c'est deux jeunes femmes, d'un petit village près de Cherbourg. Dans la foulée de la libération, elles se font lourdement draguer par un groupe d'hommes ivres, ivres dans la foulée de la libération. Et conduits poliment, les hommes rattrapent pourtant les deux jeunes femmes qui essayaient de s'écarter, et la drague, si on peut appeler cela comme ça, devient de plus en plus lourde. À force d'insistance graveleuse du groupe d'hommes, Madeleine, la plus jeune des deux, en arrive à gifler l'un des hommes. Tout à coup, un cri s'élève. « On va les tondre !» Tondus, bousculés et jetés à terre par une foule littéralement ivre de haine, Louise et Madeleine, traumatisées à jamais, reprennent ensuite le chemin de leur ferme. Vous vous rendez compte, Ce qui interpelle dans cette courte anecdote, c'est l'apparente banalité de l'utilisation de la tonte arbitraire pour régler ses comptes avec une femme récalcitrante. Pareil, je serais très étonné que ce cas soit un cas isolé. Je vous parle d'Elisabeth, avant-dernière anecdote. Elisabeth, adolescente née en 1944 d'une mère française et d'un soldat allemand, quitte Munich lorsque malheureusement ses parents divorcent. Elle est alors placée dans un établissement scolaire français où, traitée constamment d'enfant de boche et de bâtarde, elle s'enfoncera dans une longue dépression. Les fils de Boche, comme disaient les héros du camp de la tolérance dans les années d'après-guerre, ont notamment inspiré une chanson au groupe de rock anticommuniste Humagus, justement intitulée Le fils du Boche, qui dit notamment à propos de la mère d'un petit de 5 ans qu'il s'agit d'une victime de plus de l'épuration, une proie plus facile que les soldats du front. Excellente remarque du groupe. Et le groupe précise dans cette même chanson « Non, ne pleure pas, petit enfant, ils acclamaient tous Pétain peu avant, ils ont juste retourné leur veste, le parti communiste a fait le reste. » Effectivement, la lâcheté des quelques anecdotes que je vous conte aujourd'hui dans ce Cigarios et Calva est révélatrice du caractère fondamentalement petit des hommes qui se livrèrent à ce genre d'actes, soit de persécution des enfants de pères allemands et de mères françaises, et également de bestialité à l'égard des femmes et des jeunes femmes qui vécurent auprès des Allemands pendant la période de l'occupation. Dernière anecdote, elle n'est pas de l'auteur, elle est de la personne qui postface l'ouvrage. Ce sont les anonymes du jardin du Luxembourg. Le postfacier se rappelle comment, à la porte du jardin du Luxembourg, un soldat du général Leclerc coupa au ciseau les cheveux de 2 adolescentes qui avaient commis le crime de venir lui demander poliment où avaient été emmenés les prisonniers allemands. Donc là, on parle d'un soldat en uniforme,
en confiance, les adolescentes est allée parler à ce monsieur en uniforme. Donc là, on est en dehors encore des histoires d'ivresse et de liesse. Donc voilà pour ces quelques petites anecdotes, donc les anonymes du Jardin du Luxembourg, Elisabeth, Louise et Madeleine, Marie-Thérèse, Jeanne et Marie, qu'on peut multiplier par des milliers et des milliers pour avoir un aperçu de ce qu'ont subi ces femmes et ces enfants dans la libération et dans les années qui ont suivi. L'auteur précise qu'un certain nombre de femmes sont exécutées sommairement dans les heures suivant la libération, que d'autres mettent fin à leur jour quand on vient les arrêter ou plus tard en prison. Certaines sont marquées au fer rouge, et l'auteur de continuer, et que dire des pervers qui utilisèrent la libération pour libérer leurs instincts en toute impunité pendant ces périodes de liesse et de désordre juridique, pour malmener, humilier et violer des femmes qu'ils n'auraient su aborder en d'autres temps. Lorsqu'ils sont persuadés que le secteur a été sécurisé par les Alliés, les cafards et les tocards enfilent leurs brassards tricolores, arborent leur plus belle croix de Lorraine, puis s'en vont malmener des prisonniers allemands encore sous le choc de la bataille, et régler leur compte à des femmes et des hommes châtiés et parfois tués sans aucun procès sur la simple accusation d'avoir couché ou collaboré. Il s'agit certainement d'une des périodes les plus minables de l'histoire de France. Vengeance personnelle, élimination d'un concurrent politique, liquidation d'une personnalité représentant la France profonde, volonté de faire payer celle qui s'est refusée à vous, l'épuration fut ironiquement menée par le purin de la société française. D'ailleurs, le quartier général d'Eisenhower croula alors sous les rapports de GI effarés par les tontes et les exécutions sommaires. Les archives sont toujours disponibles. Pendant quelques mois, la France fut littéralement un coupe-gorge communiste. Telle fut la réalité de la soi-disant libération, telle est la vérité historique. Voilà, chers amis, le petit propos, la petite causerie que je voulais avoir avec vous aujourd'hui sur l'épuration et sur la tonte et la maltraitance des femmes trop proches des Allemands. Ça en dit long sur la mentalité de la résistance et du gaulo-communisme. D'ailleurs, dans le prochain Cigarillos et Calva, je vous parlerai de cette face cachée des communistes. Je vous présenterai le livre Liquider les traîtres, sous-titré justement La face cachée des communistes, ces soi-disant héros, des soi-disant résistants, ces soi-disant partis des 100 000 fusillés, etc. On verra que ces gens sont vraiment détestables et que toute occasion était bonne pour mener la guerre civile des communistes, puisque de la tonte des femmes à la liquidation de femmes et d'hommes par les pseudo-résistants, on a toujours en trame de fond une guerre civile du camp gaulo-communiste contre tous leurs opposants politiques, et notamment les gens qui ont le tort d'être trop de droite. Chose amusante d'ailleurs, enfin amusante, on se comprend, les hommes qui ont couché notamment avec des auxiliaires allemandes qui travaillaient surtout auprès des blessés, n'ont jamais eu les cheveux tondus quant à eux. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve en tout cas dans 2 semaines pour le prochain, donc Cigarillos et Calva, consacré donc à la face cachée des communistes pendant l'occupation. Quasiment une fois sur 2, quand je vous annonce le sujet du prochain Cigarillos et Calva, en fait je vous parle d'autre chose, donc on verra si c'est bien ça ou pas. En tout cas, j'espère que cet épisode-là vous a plu. Donc comme d'habitude, il est sorti donc ce 5 avril à 19 h, il est en rediffusion demain à 9 h sur ma chaîne YouTube, où vous pouvez retrouver mes vidéos et tous les autres Cigarillos et Calva. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma lettre d'information, elle est gratuite, sur brunohirou.biz, pour recevoir régulièrement des nouvelles de mon activité militante, politique et éditoriale. Allez, je vous retiens pas plus longtemps, merci de votre attention, honneur aux victimes de l'épuration, et à très bientôt.